Alors, au nom de l'association La Renaissance, je vous remercie tous d'être là aujourd'hui pour honorer notre ami Abel. Quelques mots sur l'association, parce que je pense que vous ne connaissez pas tous. Notre association a été créée en 2017. C'est une association laïque, non confessionnelle. Nous avons mené quelques actions depuis. D'abord avec le centre culturel de Cabanis à Toulouse. Nous avons eu un accord de donation d'une tonne de livres par an pour les écoles publiques au Liban. Nous avons eu l'aide de la Médéliste, une compagnie aérienne libanaise, pour le transport. Nous avons collecté des fonds lors de l'explosion du port de Beyrouth et nous avons collecté aussi également des fonds pour les fournitures scolaires des collèges, des collégiens, des écoles publiques, le privilège des écoles publiques. Voilà le micro. Mais il fallait le dire. Voilà, je suis encore jeune. En 2019, on a organisé une conférence de débat sur la crise libanaise, une crise des systèmes, aux crises d'identité, avec l'élévation. En face de tout le monde. Je tourne. Je tourne. En 2020, on a rendu hommage à l'autrice Regina Sneifer pour son livre Une femme dans la tourmente de la Syrie. Et de 2018 à 2019, on a organisé 3 networking, réseautage pour les étudiants, les jeunes qui souhaitent entrer dans la vie active et ils souhaitent rencontrer des chefs d'entreprise ou des salariés. Donc on a fait 3 événements. Et on a participé à 4 événements de musique dans le sud de la France avec le groupe Orient-Occident qui sont membres de notre association. Donc tout ça on a fait de 2017 jusqu'à l'arrivée du Covid. Pour 2023, on souhaite organiser un tango oriental à l'hommage de la famille Rahbani et Fayrouz, parce que dans les années 50, comme vous le savez tous, il y a pas mal de Syriens libanais qui sont partis en Amérique latine durant l'occupation ottomane. Et en 1950, ils ont fait de la musique avec des Argentins, des tangos. Donc on souhaite nous refaire vivre ces tangos avec la musique de Rahbani. On souhaite aussi mener une journée de la femme d'Argentine, aux journées de droit de la femme en février, sur laquelle on va essayer de mettre nos femmes talentueuses à l'honneur. Nous avons une autre idée, on a pensé aux enfants qui sont restés vivants, les enfants syriens, palestiniens, et on a pensé que des enfants ici en France qui peuvent leur offrir des jouets ou des cadeaux. Donc il y a un collecte des cadeaux et des jouets pour les enfants restés au Liban, mais là, nous attendons l'accord de la Médéliste pour voir s'ils peuvent faire le transport, parce que le transport coûte cher. Et dernière action, c'est une série de conférences sur la laïcité, citoyenneté et souveraineté au Moyen-Orient. Parce qu'aujourd'hui, ces sujets ils sont très chauds
perte d'identité, perte de repères, et on pense que la laïcité, c'est vraiment colonne vertébrale tout ce qui peut se passer dans la société. Voilà, en ce qui concerne notre association. Quelques mots pour l'enveloppe que vous avez reçue. Dans l'enveloppe, il y a un petit brochure sur l'association, ce que nous avons fait, l'objet de l'association, une fiche d'adhésion pour les personnes qui souhaitent adhérer à notre association. Et il y a un petit smiley, c'est quelqu'un qui sourit, triste ou neutre, voir vos appréciations en partant d'ici. Juste vous marquez l'image, si vous êtes content, vous êtes mécontent, vous êtes neutre, et on souhaite les récupérer à la fin, afin qu'on puisse avoir vos appréciations. Merci. Il arrive. Je donne la parole à Samar, notre amie, pour continuer l'animation. Merci Michael. J'espère que vous m'entendez au fond de la salle. Oui. Alors bonsoir mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois après Michael au nom de l'association Renaissance qui met ce soir à l'honneur mon voisin Abdallah Naamen. Bienvenue à vous dans cette soirée. Je suis honorée, particulièrement honorée, d'animer cette soirée qui vous est consacrée. Le déroulé sera le suivant. Tout d'abord, bien évidemment, je présenterai notre invité d'honneur qui nous parlera de ses œuvres à travers quelques questions que je vais lui poser. Les questions du public seront réservées, si vous le voulez bien, pour la fin de l'intervention. La clôture sera assurée par le secrétaire général de l'association, M. Afif Hamoud, ici présent. Ensuite, même s'il a déjà commencé à dédicacer quelques exemplaires de ses livres, quelques exemplaires seront encore en vente et M. Naaman les dédicacera pour celles et ceux qui souhaitent les acquérir. Nous terminerons bien évidemment la soirée par un cocktail durant lequel vous pouvez poursuivre le dialogue avec l'auteur. Afin d'introduire notre rencontre, voici quelques éléments de votre biographie, M. Naaman. Vous êtes né à... Soyez Abdallah. Je vous ai dit, appelez-moi Abdallah Naamen. Bien, Abdallah, ça bien. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Non, mais... Donc, vous êtes né un certain jour, le 27 décembre 1947, à Beyrouth, dans une famille d'intellectuels. Vous êtes un écrivain bilingue, arabe-français, formé à l'université libanaise, puis à l'université de Nancy. Vous résidez et travaillez à Paris depuis 1974. Vous êtes diplômé de psychologie, licencié S-Lettres, maître en linguistique et docteur S-Lettres. Vous avez partagé votre vie entre l'enseignement, la diplomatie, l'édition et l'écriture. Vous avez été secrétaire de rédaction puis directeur des éditions Publitac à Beyrouth. Vous avez été assistant de langue et de civilisation arabe à l'université de Nancy, professeur à l'arabe au lycée de la Tour, également à Nancy. Vous avez été également professeur de littérature française au lycée La Sagesse à Beyrouth. Puis vous devenez conseiller culturel près de l'ambassade du Liban à Paris pendant 42 ans. En cette qualité, vous étiez membre du conseil d'administration de l'association culturelle franco-libanaise et de la fondation Maison du Liban à la Cité internationale universitaire de Paris. Vous représentiez le Liban aux instances de l'Institut du monde arabe. Vous étiez membre des délégations libanaises à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'Agence de coopération culturelle et technique et à l'UNESCO. Je pourrais vous qualifier dans la vie d'un touche-à-tout, si vous me permettez, puisqu'en plus de la littérature, vous vous intéressez à l'anthropologie, à l'histoire, à la généalogie. Vous êtes l'auteur de la saga des Naaman en 2009, un essai généalogique familial. Vous êtes tour à tour auteur, poète, traducteur, conférencier, membre des jurys littéraires, collaborateur à des encyclopédies, des dictionnaires, des collections, notamment les 2 encyclopédies Larousse, publiées à partir de 1985, et la liste est très longue. On ne pourra jamais être assez exhaustif. Vous êtes surtout... Abdallah, j'allais dire Monsieur Naaman, un passeur, permettez-moi le terme, un passeur de culture, un militant de la cause laïque dans la sphère levantine, qui ploie encore sous le joug du fanatisme et de la xénophobie. Vous œuvrez pour une laïcité à visage humain, pacifique, ouverte et généreuse. Nous reviendrons sur toutes ces thématiques par la suite.
Vous êtes l'auteur de plus de 200 études et articles publiés en arabe et en français, dans la presse libanaise, syrienne, égyptienne, française, canadienne, australienne et même polynésienne, jusqu'à la Polynésie française. Vous avez collaboré à la rédaction de plusieurs titres, dont les plus récents, Les Semeurs de joie, un essai sur Joubran, une étude sur le premier centenaire du Grand Liban, un essai sur notre diva libanaise, la chanteuse Férouz. Parmi vos œuvres éditées ces dernières années, nous allons citer quelques-unes. Le Liban, Histoire d'une nation inachevée, en 3 tomes, que vous avez dû voir, mesdames et messieurs. Donc 3 tomes édités en 2015, et pour lequel vous avez obtenu en 2016 le prix Auguste Pavie de l'Académie des sciences d'outre-mer. Les Alaouites, Histoire mouvementée d'une communauté mystérieuse. Les Orientaux de France, 1er au 21e siècle, avec une réédition en 2019, puisque la première édition datait de 2003. Et dernièrement, votre dernière œuvre, La statue ébréchée de Charles de Gaulle, cette année. Abdallah Naaman, vous avez enseigné à l'université, publié dans nombre de journaux et revues à travers le monde, donné des dizaines de conférences, préfacé une douzaine d'ouvrages, collaboré à la rédaction de plusieurs encyclopédies, notamment chez le prestigieux Laroussa. Qu'en-est-il et dans quelles circonstances? Merci beaucoup. D'abord, vous avez été trop longue et je suis un peu confus. C'est vrai que chaque livre a une histoire, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de chacun de ces 30 ouvrages. D'abord, je dois vous dire, il faut que je vous remercie tous déjà d'être venus à cette réunion familiale. J'insiste parce que je n'aime pas les réceptions, les décorations. Je l'ai dit dans beaucoup de mes livres, aussi bien en arabe qu'en français, pour que je puisse être tout à fait libre de dire que même à l'ambassade, j'ai dit clairement à mon ambassadeur à l'époque, lorsque j'ai pris finalement ma retraite, je lui ai dit, ne me gênez pas, je vais être obligé de refuser même la décoration avec le cèdre. Simplement, ce n'est pas facile de refuser le cèdre. C'est pour cela, ne me poussez pas à vous dire non, je ne veux pas, je refuse la décoration. J'estime que quand on sert son pays, son levant, je suis libanais bien sûr, je suis levantin également et méditerranéen, et un être humain finalement. Servir son pays, le Proche-Orient, n'exige pas, ne demande pas qu'on soit remercié ni par une décoration, ni par une distinction, ni même par une réception grandiose. Pourquoi j'ai accepté cette réunion familiale, je dis bien très familiale, parce que justement, on m'a dit d'abord, on m'a convaincu, et avec l'âge, on devient moins têtu, si vous me permettez, on m'a convaincu que ce n'est pas quelque chose d'officiel, ce sont des amis, et c'est vrai que la majorité sont des amis à moi, ou alors des lecteurs. Et je vois quelques personnes qui me lisent depuis au moins une vingtaine d'années, je ne vais pas les citer, mais je les remercie, puisque l'occasion se présente à moi pour le faire. Je reviens donc à votre question. Je n'ai aucun mérite d'être, si vous voulez, écrivain. S'il faut que je résume un peu ma carrière, j'aurais bien, et je vous l'ai dit oralement tout à l'heure, in petto entre nous, j'aurais été uniquement écrivain si je pouvais vivre de ma plume tout en restant libre de ce que je comptais écrire. Et étant pratiquement sûr que je ne pourrais pas réussir ce défi, j'ai décidé d'avoir plusieurs métiers, notamment diplomate ou enseignant.
chacun de mes livres a une raison. Vous allez égrener, j'imagine, un peu les principaux, quelques-uns de mes ouvrages, chère madame, ou chère Samar, parce que oui. puisque voilà. Échange de bons procédés. Du haut de mes bientôt 75 ans, je peux vous le dire. Chaque ouvrage a une raison. Par exemple, si je parle des Orientaux en France, je suis marié, j'ai une fille qui m'a donné 2 petits-enfants. J'ai voulu quand même laisser quelque chose à sa génération, à elle, parce que je savais qu'il allait commencer et terminer, puisqu'il est né en France, sa vie dans ce pays, et qu'elle aura des enfants, ce qui me comble largement. Je voulais simplement qu'elle sache, elle et sa génération, que l'Orient, le Levant, je préfère le Levant à Orient, que le Levant a donné quand même, a laissé sa marque, même en France, même en Europe, puisque depuis le début du christianisme, il y a des gens de notre région, de notre pays, du Levant, qui sont venus d'abord christianiser, pardonnez le mot, christianiser quand même l'Europe, et puis après, au fur et à mesure, j'ai découvert, à travers mes recherches, que continuellement, les habitants du Liban, de la Syrie, de la Palestine, de la Jordanie, de l'Égypte et même de l'Irak ont laissé des traces sur les 2000 ans. Et ceux qui ont la possibilité ou qui ont déjà lu cet ouvrage, le seul qui a été imprimé 2 fois avec une augmentation, enfin un enregistrement de 200 pages dans la 2e édition qui est sortie en 2019, sauront que ce que je dis n'est pas des romans ou des histoires, je me base sur des références tout à fait occidentales en particulier, évidemment, pour dire que nous avons laissé une marque bien avant ce qu'on a appelé le 19e siècle la question de l'Orient, et puis le mandat français que je traite en détail, pratiquement 600 pages dans l'ouvrage, le gros livre en 3 volumes sur le Liban, et que certains, dont M. Caporal, a pu lire, d'après ce que j'ai compris, en entier. Et je dis bravo. Alors à ce moment-là, la décoration, si décoration il y a, ça serait plutôt à vous qu'il faut la donner, pas à moi. Donc ça, c'est pour parler de l'un de ces ouvrages. Maintenant, je ne sais pas si je vous bouscule un tout petit peu. Peut-être, je bouscule. On est en famille. Je vous redonne donc pour poursuivre un peu, parce que évidemment vous êtes, vous dirigez donc le débat, ou en tout cas la discussion, jusqu'à ce que par la suite les autres puissent poser leurs questions et discuter et me porter la contradiction aussi, parce que je ne suis pas là seulement pour être applaudi, hein. Sans ça j'aurais refusé. Allez-y. Merci. Abdallah, dans votre dernier livre, La statue ébréchée de Charles de Gaulle, vous vous attaquez quand même à un symbole de la République française. L'un des personnages les plus adulés en France, le libérateur, le président, le connétable. Plusieurs questions en une seule. Je dirais d'abord, quel courage, quelle audace, quel culot, ou bien quelle arrogance. De plus, la littérature autour de Charles de Gaulle est abondante. Vous dites vous-même dans la bibliographie de votre livre qu'il est, je cite, impossible de dresser une bibliographie exhaustive à son sujet. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur Charles de Gaulle? Et enfin, dans l'épilogue du livre, vous qualifiez Charles de Gaulle de monarque républicain. Je cite aussi les 2 mots, avec tout l'antagonisme que nous pouvons constater entre ces 2 termes. Qu'est-ce qu'un monarque républicain? D'abord, pourquoi j'ai choisi cette pyramide? Je suis un homme qui admire énormément la statue de Charles de Gaulle, évidemment. Et ceux qui l'ont lu ou qui le liront verront que effectivement, j'ai même de l'amour pour lui.
Il n'empêche que, comme nous conseille Corneille dans le Cid, pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. On est bien d'accord, cher monsieur Caporal. J'ai voulu donc, tout en parlant évidemment de ce que cette grande pyramide, je le dis dès le début, j'ai trouvé quand même quelques faiblesses, et chapitre par chapitre, un peu comme à la façon de Boileau ou de Bossuet, si vous voulez, chapitre après chapitre, j'ai trouvé des petites choses, parfois plus que petites, enfin un peu grosses, qui prouvent que c'est vrai que c'est un homme qui est né quand même à la fin du 19e siècle, donc il avait certains mots parfois un peu qui ont daté maintenant. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous pousser peut-être à poser d'autres questions par la suite, pour ne pas vous arrêter chaque fois, mais c'est un homme qui, pour résumer, qui a quand même marqué le XXe siècle en France, comme 3 ou 4 autres qui ont marqué les autres siècles. Je ne vais pas les citer, évidemment, il y a François Ier peut-être, Louis XIV, je dirais peut-être d'autres personnes également, mais enfin, ils ne sont pas nombreux. Hein. Il y a 3 ou 4 qui ont marqué donc l'histoire sur un millénaire, sur un centenaire, sur 100 ans en fait. Chacun a pu quand même écraser tous les autres, comme il a écrasé lui-même son propre fils, qui a 101 ans et des poussières, que j'ai connu à différentes raisons, et qui habite pas loin, dans un EHPAD maintenant, pas loin de là où j'habite, et qui m'a dit une fois, et je le dis dans la préface, il m'a dit, je lui ai dit, vous lui ressemblez tellement que on est vraiment, enfin, on hésite à vous appeler amiral. Et il m'a dit, cher monsieur, et effectivement, on dirait une photocopie. Il m'a dit, avec mon épouse qui était avec moi, il m'a dit, cher monsieur, mon père m'a écrasé, la phrase historique que je cite, mon père m'a écrasé de son vivant, et il continue de le faire depuis qu'il est mort. Et là j'ai compris que j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie diplomatique. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à un monsieur qui fait 2 mètres, peut-être il était même de taille beaucoup plus grand que son père, mais il n'avait pas la stature, évidemment, je le dis tout de suite, de son père. Donc voilà, on a réglé peut-être, enfin on a essayé de régler rapidement, c'est vraiment un homme incontournable, et tous les chefs d'État français, depuis, ont mangé dans sa main, et sans être rassasiés, hein. Je le dis dans le livre, donc c'est bien pour cela que quand je choisis un titre, je le choisis avec, généralement j'écris un livre, et puis après je mets des semaines à choisir le titre. J'ai bien dit la statue ébréchée, je n'ai pas dit la statue déboulonnée, loin de là bien sûr, je n'ai pas dit la statue cassée, j'ai dit ébréchée, mais ébréchée ça veut dire, j'ai voulu quand même un tout petit peu, pardon, ébréché, c'est comme quand votre verre de café, n'est-ce pas, il est légèrement ébréché. Je maintiens le titre et je suis comptable. Si ceux qui l'ont lu, évidemment, veulent enfin, discuter de cela, je le ferai après. À vous. Très bien. Vous décrivez le séjour du général de Gaulle au Liban, fin 1929. Vous évoquez son départ de Beyrouth vers Alep et l'Euphrate, jusqu'à la frontière turque, ensuite à Damas, puis le Djebel Druze et en dernier Palmyre, en passant par Baalbek. Ce constat historique me pousse à vous poser une question. Les frontières entre les pays du Levant étaient bien ouvertes à l'époque. Tout en sachant que les accords de Sykes-Picot, signés secrètement en 1916 entre la France et l'Angleterre, ont bien partitionné cette zone du monde, partition dont nous vivons encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui. D'après vous, avons-nous encore une chance de voir ces frontières disparaître un jour? Sur le plan géopolitique, notamment, quel est votre pronostic pour l'avenir de cette région? Je crois que les grandes puissances
il faut dire les choses, je les cite, hein, je cite par exemple l'adjoint du haut-commissaire de Quai, qui dit textuellement à son ministre, je crois Millerand, il lui dit « Monsieur le ministre, maintenant que nous avons saucissonné », il utilise le verbe, maintenant que nous avons, dans des télégrammes secrets à l'époque, mais maintenant on peut les trouver en cherchant bien, maintenant que nous avons saucissonné à l'époque la Syrie, il parlait de la Syrie, puisque l'Angleterre a pris le plus gros morceau, c'est-à-dire la Palestine, la Transjordanie, l'actuelle Jordanie, plus l'Irak, et la France a dû se contenter avec Clémenceau du Liban et de la Syrie pour parler à partir du XXe siècle. Et donc cette phrase est vraiment significative, et ça résume, c'est pour cela, pour que je puisse vous laisser aller plus loin. Il a dit « Maintenant que nous avons saucissonné la Syrie, nous avons toutes les chances de pouvoir rester dans cette région du Levant pour au moins un siècle. » Ce n'est pas une critique, hein, mais je constate. Mon côté historien m'oblige de citer cette phrase et de la souligner en rouge. Ça veut dire donc que quelque part, on a découpé cette partie du monde en deux tranches, on va dire, à l'époque, et puis après c'est devenu de plus en plus pour d'autres pays du Golfe, et que malheureusement, De Quay n'a pas eu raison, puisque le mandat n'est resté que moins de 30 ans, 25 ans pour le Liban, et un peu plus pour la Syrie. C'est donc dire que c'est un tissu, c'est un linceul, si vous voulez, qui n'a probablement pas demandé ce saucissonnage, si vous voulez. Donc, mais je suis un homme réaliste. Maintenant, il y a l'ONU, l'ancienne Société des Nations, et les pays existent actuellement comme nous l'avons sur la map monde. Il faut accepter le fait actuel et essayer quand même de ne pas laisser, parce qu'il y a eu des répercussions après. Israël, la question palestinienne, les conflits entre certains pays et d'autres, ce qui fait que nous payons encore, que le peuple paye encore un tribut très très dur, je veux dire lourd, pardon, pas dur, dur bien sûr, mais lourd depuis pratiquement un siècle. Maintenant, je ne dis pas que la responsabilité incombe à ces deux grandes puissances de l'époque, mais une bonne part revient, et pour parler de la France, un pays que j'aime beaucoup, et dans lequel je vis depuis 50 ans, et dans lequel j'ai décidé même de terminer ma vie aussi, sans solliciter la nationalité française, non pas par chauvinisme ou par orgueil, mais parce que je suis très attaché au Levant, au Liban bien sûr, pour le partager intérieurement avec d'autres pays, fût-ce un pays qui s'appelle la France, parce qu'il m'a donné une liberté de la preuve. C'est justement l'ouvrage. J'avais peur que je ne trouverais pas un éditeur pour publier ce livre. Le dernier né, enfin. Et d'ailleurs, dans le gros livre, les 3 volumes, je fais un sort qui n'est pas toujours agréable à entendre par une certaine France. Mais les gens ouverts, comme Jacques Berck, comme M. Gaulnier, par exemple, comme Bounour, Gaston Bounour, l'homme remarquable qui était conseiller culturel et un peu le représentant de la culture à Beyrouth, et qui, grâce à lui, beaucoup de mes compatriotes sont devenus de puissants écrivains, notamment Georges Chéadé et Salah Stétillier et bien d'autres. Donc, tout ça fait que
la responsabilité n'est pas seulement franco-anglaise, mais nous sommes les peuples du Levant également responsables d'une bonne partie. Ce que je reproche surtout à la France, d'une grande partie, ce que je reproche surtout à la France, la chose la plus importante pour moi en tout cas, qui suis laïque évidemment, laïque ne veut pas dire, d'abord je le dis entre parenthèses, pas pour les gens qui sont ici, mais pour certains, laïque ne veut pas dire athée ou incroyant. Le laïque, c'est quelque chose que, en quelque sorte, on peut dire la France... Séparation. Pardon? Séparation, la tout à fait, religion tout de à fait, l'État. la séparation entre les deux. Je considère que la France aurait pu, comme elle était déjà constitutionnellement laïque depuis 1905, et comme elle est venue chez nous en 1918, à partir de 1918, et elle est restée jusqu'en 1943 et 1946, elle aurait pu, et elle avait les moyens à ce moment-là de forcer même ceux, les féodaux notamment, et les gens attachés foncièrement au clientélisme du communautarisme, elle aurait pu leur forcer la main pour faire comme elle. Et là, on aurait été maintenant des pays totalement laïques et on aurait probablement sauvé plusieurs centaines de milliers de morts de part et d'autre, les 4 ou 5 frontières que nous avons. J'ai été un peu long, mais pour moi c'est important. C'est un peu la colonne vertébrale pratiquement de tous mes livres. Bah, nous allons Je ne vais pas m'excuser chaque fois, mais non, vous n'allez pas vous excuse excuser générale. Acceptez, acceptez. Voilà. De toute façon, Vous êtes la plupart des amis ou des lecteurs, donc je me permets quand même de m'étaler un tout petit peu. À vous. Nous allons rester dans le même ordre d'idées, peut-être pour terminer sur cette thématique. Vous citez dans le même livre, donc toujours la statue de Charles de Gaulle, ébréchée de Charles de Gaulle, pardon, vous citez dans le même livre les propos du général de Gaulle lors d'une conférence de presse datée du 17 novembre 1948. Vous dites « Il n'est pas certain qu'un jour nos amis du Liban n'éprouvent pas un petit regret qu'il n'y ait plus chez eux de forces françaises. » Fin de citation. Tout à fait. D'après vous, si les Français étaient restés au Liban et en Syrie, et les Anglais en Palestine et en Irak, cette région serait-elle paisible aujourd'hui? C'est très difficile de répondre, mais je crois que les deux pays que vous citez doivent réfléchir sérieusement à garder une relation, non pas... D'ailleurs, les deux pays et la région n'étaient pas colonisés, c'était un mandat, c'était un terme qui a été choisi pour dire textuellement, selon M. Poincaré dans un discours à lui, les Syriens et les Libanais ne sont pas comme d'autres pays, il les cite, Algérie ou autres. Je ne juge pas ce qu'il a dit, mais je vous cite ce qu'il a dit, ne sont pas des sous-développés, c'est lui qui l'écrit, mais ce sont des gens qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce pour devenir totalement démocratique et moderne. Et ça, c'est une phrase qui ne vient pas de n'importe quel sous-fifre. M. Poincaré était Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, donc il savait de quoi il parlait. Malheureusement, nous pouvons effectivement... D'ailleurs, les relations sont toujours... enfin, il y a des hauts et des bas, évidemment. Parce que n'oubliez pas que l'Amérique a raflé la mise en chassant, il faut le dire comme je le pense, et on voit ça actuellement, elle a chassé, les États-Unis ont chassé les deux grandes puissances et cherchent à chasser les autres également pour être les seuls qui gouvernent la politique du monde, en fait. Mais c'est une autre histoire. Très bien, nous allons passer, si vous voulez bien, à votre trilogie sur le Liban, Histoire d'une nation inachevée. Votre œuvre majeure, que vous considérez vous-même comme un testament, 12 années de travail, de recherche continue, 3 tomes, 2145 pages, condensées que les courageux lisent avec bonheur. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement.
Un politologue français dira à la radio, ce n'est pas un ouvrage, c'est une Bible. Vous lancez une bombe, notamment pour ce que vous qualifiez vous-même de libaniste. Je cite, je vous cite. Une nation inachevée. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce titre? Une nation inachevée, évidemment. Je ne vais pas être long, ce n'est pas pour faire diversion. Mais il faut dire que là, au XIXe siècle notamment, je ne vais pas aller plus loin, le Liban a été un refuge des communautés brimées à droite, à gauche, un peu plus loin, un peu plus proche, dans tout ce Proche-Orient. Parfois même par des gens de la même religion, c'est-à-dire des chrétiens brimés par des chrétiens. Je parle au XIXe siècle, par exemple, et même bien avant. Des musulmans qui briment d'autres musulmans. Il faut ajouter également les Druzes et d'autres communautés dites ésotériques, des communautés qui, jusqu'à présent, sont un peu cachées, enfin, je veux dire, qui n'ont pas de livre, comme on dit, pour les trois religions révélées, en fait. Ou alors qui ont des livres, mais qui sont cachés, sinon réservés à l'élite, aux ulémas, aux grands savants, aux doctes. Ces gens-là ont choisi la montagne libanaise notamment, mais pas que la montagne libanaise, puisque d'autres étaient du côté de l'Attaquié, dans les montagnes comme les Alaouites, auxquels je consacre un livre à part, ont été donc brimés par des siècles, et notamment par les Ottomans. Les Ottomans sont restés pratiquement 5 siècles, 4 siècles et demi. Donc, finalement, ils ont été soit refoulés vers cette montagne, soit ils ont pris d'eux-mêmes la décision de s'exiler. J'ajoute également les Arméniens et d'autres, de sorte que le Liban est devenu comme la salade nationale, c'est-à-dire le taboulé. C'est devenu un mélange de tout. C'est une bonne salade, elle est appréciée même par nos amis français, mais c'est très difficile de trouver tous les ingrédients pour les réunir ensemble pour faire vraiment un État. Si vous voulez tout savoir, pour moi, il y a bien un État qui s'appelle le Liban, maintenant, depuis le 1er septembre 1920. Très bien. Mais, pour moi, ce n'est pas un État de droit. Et je vais vous dire pourquoi. Les Libanais, ça va surprendre peut-être, et vous allez poser des questions, surtout mes compatriotes. Vous allez dire, mais comment? Vous dites, ce n'est pas un État de droit. Oui, ce n'est pas un État de droit. Le Liban, jusqu'à présent, n'est pas un État de droit. Parce que l'État de droit donne les mêmes droits et les mêmes devoirs à tous les citoyens. Or, ce n'est pas le cas, puisque l'état civil, par exemple, est géré par des religieux de toutes les communautés, rassurez-vous, qui ont un droit de regard sur tout ce que fait même leurs ouailles quand ils sont au pouvoir. Il y a certaines choses qu'on peut faire dans beaucoup de pays complètement démocratiques, et malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas les faire de la même manière, parce que le Liban il y a des mots qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution. Certes, si on compare le Liban avec, par exemple, certains pays du Golfe, évidemment, le Liban est beaucoup plus démocratique, et de loin. Mais le Liban n'est pas pour moi un pays complètement démocratique. C'est ce que je veux dire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les droits des communautés, ou d'abord, il n'y a pas de citoyens. Pour moi, il n'y a pas de vrais citoyens. Pourquoi? Parce que telle communauté est gérée par sa hiérarchie religieuse qui peut être plus ou moins souple, plus ou moins, comment dire, conciliante, mais qui peut parfois être odieuse et taper en disant non, vous faites ça ou ça ou ça. Un jour, par exemple, il y a une quinzaine d'années,
le gouvernement s'est réuni pour décider la laïcité dans les mariages civils, laïques, comment dire, volontaires. J'ai bien dit volontaires et je souligne. Et les ministres, ils étaient 30, il y avait 2 qui manquaient, enfin peu importe, qui n'étaient pas présents. 23 ont voté pour. Le Premier ministre, qui hélas, qui est devenu maintenant, enfin qui a été assassiné après, apprend l'information en Arabie Saoudite. Forcé ou pas forcé, toujours est-il qu'il prend l'avion et prend le dossier et fait fi de ce que le gouvernement, enfin les ministres, dans une très grande majorité, a décidé. Il le met dans son tiroir et il y est toujours depuis 25 ans. Pourquoi? Parce que les autorités religieuses ont estimé, pour des raisons qui ne m'échappent pas, rassurez-vous, mais pour des raisons qui sont les leurs, de dire non, 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 ça ne sera pas le cas. En revanche, l'hypocrisie est telle qu'on autorise un couple de Libanais à aller se marier en France ou ailleurs, dans des pays où on peut faire un mariage civil, et le Liban, l'État du Liban reconnaît les effets de ce mariage civil. En d'autres termes, c'est un mariage. Quel est le pays qui accepte de se mettre sous une autorité étrangère, fût-elle française ou grecque ou tout ce que vous voulez? Eh bien, le Liban l'admet. Donc, il y a une hypocrisie et il y a en plus une perfidie. Il y a même les deux, je dirais, dans cette histoire. C'est donc pour cela que ce pays, encore une fois, pour moi en tout cas, je sais qu'il y a à peu près 20% sérieusement de laïcs au Liban, mais c'est déjà pas mal. Il y a 30 ou 40 ans, quand j'ai commencé à militer pacifiquement, bien sûr, en écrivant, hein, vous savez, ça ne mange pas de pain, hein, mais quand même, 20%, ils méritent quand même d'être pris en considération jusqu'au moment où le pays sera comme tous les pays qui se respectent, c'est-à-dire il y a des citoyens et il y a un pays de droit et un pays réellement démocratique et donc laïque. La devise française, vous la connaissez, je ne la répète pas. Moi, j'aurais ajouté en 4e position laïcité. J'ajouterai, je graverai sur les écoles, etc., une 4e laïcité. Mais je n'ai aucun droit, évidemment, mais enfin, la France l'applique, en tout cas, vaille que vaille. Hein. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais voilà, une excellente suggestion. Alors, à vous. Monsieur Naaman, vous évoquez vous-même dans l'introduction du premier volume les accords de Sykes-Picot. Nous n'allons pas revenir sur ces accords ni sur la nation. Une question me vient à l'esprit quand même, hein, formulée par Anton Saadet en 1932. Qu'est-ce qui a apporté ce malheur à mon peuple? Traduisez en arabe, d'après vous, ce que nous vivons actuellement au Levant ou bien au Poisson fertile, est-il directement ou indirectement lié à ces accords? Certainement, ça, je vais être très clair et très bref. Chaque pays, moi je reconnais que chaque pays a actuellement, depuis plus d'un siècle, sa structure, etc. Il a sa façon de voir, il a sa vie, il a son histoire qui est centenaire pour plusieurs de ces pays, mais il ne s'agit pas de... Enfin, on n'est pas Madame Soleil pour dire ce qui se passera plus tard, mais j'avoue que s'il n'y a pas une sorte de, je vais dire, d'Europe levantine, et il y a bien une Europe qui parle combien, 13 ou 14 langues, et qui a réussi à faire quelque chose qu'on appelle la communauté européenne, avec des hauts et des bas, mais enfin ça se tient quand même. Les euros qui sont dans ma poche sont valables dans 27 pays, etc. etc. Au moins nous parlons la même langue. Nous avons plusieurs religions, c'est vrai, mais en France il y a plusieurs religions. Dans tous les pays, enfin je veux dire, lorsqu'on devient laïque, on n'aura plus à... enfin on aura un dossier en moins
dans la formation d'un pays réellement démocratique et surtout un État de droit. Donc je plaide pour une réunion de ces pays. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, le Maghreb devrait être un seul pays, pour les 3 ou 4 que vous connaissez. La vallée du Nil, également un autre pays, avec le Soudan, etc. Le Proche-Orient ou le Levant ou Bilad el-Sham, enfin, appelez ça le Levant, c'est plus facile si vous voulez, et c'est mieux pour tout le monde. Et puis le Golfe. Jazira al-Arabi. Jazira al-Arabi, voilà. Donc ça serait 4 entités plus viables, parce que chacun donne ce qu'il a de plus. Le Libanais, par exemple, donnera les langues qu'il parle beaucoup plus facilement que tous les autres. Par exemple, je dis, un autre pays, le pétrole, enfin, je veux dire, je veux dire, la densité, comme l'Égypte, et pour le Maghreb, la même chose. Donc moi, je suis pour agrandir ce monde arabe très farfelu et très, un peu, hein, on dit le monde arabe, très bien, d'accord, mais le monde arabe, moi je le vois beaucoup mieux et beaucoup plus visible en 4 entités nouvelles, voilà. Ensuite, dans le même livre, vous dites que le Liban n'a jamais été une entité indépendante. On l'a évoqué plus ou moins, de même que la Palestine et la Transjordanie. Qu'en est-il? Oui, Kissinger dit, c'est pas ma tasse de thé, mais il dit qu'il y a des pays au Proche-Orient, il l'a dit dans ses mémoires, dont on peut se passer. Irrelevant states, le mot qu'il utilise. Et il dit, il y en a quelques-uns dont on peut, la traduction réelle, dont on peut se passer. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec, parce que enfin, je veux dire, c'est un peu cavalier. Mais il ne parle pas seulement du Liban, il parle de la Jordanie, il parle enfin, de ce qui a été... Parce que quand on revient au saucissonnage, quand on a saucissonné, on a découpé vraiment un peu à la va-vite. Enfin, je veux dire, comment dire, la constitution libanaise, le haut commissaire, a donné une semaine à un chef de chaque communauté principale, les communautés dites historiques, les 6 communautés historiques. Il a dit, vous avez une semaine, je vais prendre, c'est dans les textes, je vais prendre mes vacances, il me faut une constitution, vous avez 8 jours, une constitution. La France, combien de temps aidez-moi, amis, pour avoir la première constitution il y a 2 siècles, et puis même, parlons de celle de Charles de Gaulle, combien de temps Debré et les autres, et les grands pontes, ont bossé pour arriver à... Il a donné une semaine, et je vous donne une petite histoire. Parmi les 6 présents, les 6 personnes qu'il a choisies pour cela, il y avait une personne qui était, je le dis parce que c'est la vérité, qui était illettré. Il devait donc parler avec les autres, et évidemment le texte devait être en français. Et il a été en français, c'est normal, c'était le mandat. Enfin, c'est normal, pour moi c'est pas normal, mais enfin. Le problème, c'est qu'après, il fallait le traduire. Et pour le traduire, on a mélangé État et nation. Alors parfois, c'est l'État libanais et parfois, c'est la nation libanaise. C'est pas la même chose. Vous vous rendez compte, c'est dans la Constitution, je parle de la première. On s'est arrangé après pour, comment dire, pour corriger, mais c'était 40 ou 50 ans après. Vous voyez donc que l'indépendance vraiment complète n'était pas acquise. Et pour moi, elle n'est pas encore acquise. Mais voilà, enfin, c'est mon sentiment. Allez-y. Enfin, ma conviction, pas mon sentiment seulement, ma conviction. Pour reprendre la 4e de couverture du volume 2, vous posez, vous, des questions. Pourquoi les communautés libanaises demeurent-elles réfractaires à intégrer le moule national et pourquoi refusent-elles toute référence citoyenne? Est-ce que depuis, il y a eu des réponses à ces 2 questions?
Il y a, j'avoue qu'il y a des gens très, hommes et femmes d'ailleurs, qui continuent à lutter pour arriver quand même à une citoyenneté. Plus fort. Pardon, plus fort. Ah oui, d'accord. Bon. Si tu veux, enfin, voilà. Voilà, un peu plus fort, d'accord. Le courant laïque, voilà. Ça va aller comme ça? C'est mieux? C'est mieux? Ouais. Bon, le courant laïque, et je l'ai dit, à peu près représente le 5e de la population. C'est vrai que c'est le 5e le plus, pardonnez-moi, le plus cultivé aussi. Et ça, c'est important. Mais je suis un homme tout à fait démocrate, et pour moi, même je veux dire, un paysan a le droit de dire ce qu'il pense. Hein. Mais je constate quand même que les gens laïcs réellement, parce qu'il y a les laïcs également qui jouent. Enfin, il y a ce que j'appelle les laïcs hypocrites aussi. Ils sont laïcs quand ça les arrange, et après ils retournent à leur voilà, au troupeau. Quoi. Voilà. 20%, c'est déjà pas mal. Moi, je dirais que même une opposition un peu plus dynamique et un peu plus soudée, car les 17 ou les 13 ou les 20 qu'on considère actuellement comme des laïcs, je parle des députés, hein, on a 128 députés au Liban, je ne les vois pas vraiment de vrais, il y a 3 ou 4, certainement ce sont des laïcs. Les autres, pour moi, ne sont pas des laïcs, ils vont retrouver leurs zaïms, leurs chefs, parce qu'ils sont des sous-marins, en fait. Pour moi, ce sont des sous-marins qui ont voulu quand même être élus grâce donc à cette... Parce que l'idée marche. Enfin, je veux dire, ça avance, la laïcité avance. Mais je ne la verrai pas. Ma fille, je n'en sais rien. Mes petits-fils, peut-être. Mais eux, je pense qu'ils seront français. Enfin, ils sont français. Hein. Voilà. Vous voulez bien qu'on change de titre? Oui, on Alors, change un autre. Vous m'entendez au fond de la salle? On entend. Très bien. En 2003, vous avez publié une œuvre inédite. À nouveau. Alors, en 2003, je préfère sans le micro si vous m'entendez au fond. Donc, en 2003, vous avez publié une œuvre inédite, Histoire des Orientaux de France. Un ouvrage bien documenté, non dénué d'humour et d'esprit critique, qui se lit comme un roman et qui a comblé une lacune du genre et enrichi avantageusement des essais aussi bien socio-historiques que généalogiques qu'anthropologiques. L'ouvrage a eu un bon accueil, au point que votre éditeur vous a demandé de préparer une deuxième édition, enrichie et augmentée de plus de 200 pages, qui a été publiée en 2019. Réagissant à la première édition, donc celle de 2003, la sociologue Laure Tellière, professeure à l'Université de Toulouse, a réagi dans la revue Diaspora, Histoire et Société. Nul doute que le propos est ambitieux. Brasser près de 20 siècles d'histoire des Levantins en terre de France, avec la volonté affirmée de souligner leur rapport, dans la longue durée, à la civilisation française. Fin de citation. Qu'est-ce qui a motivé votre intérêt à aborder un sujet aussi délicat et aussi laborieux? Je l'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi encore une fois, je l'ai dit. En fait, c'est un travail également de longue haleine. 10 ans, dit madame. Pardon? 10 ans. Ah oui, d'accord. Elle les a comptés. Je vais juste me contenter de vous donner quelques indications pour ne pas aller... il y avait des communautés levantines qui étaient à Tours, par exemple, à Poitiers, bien avant les croisades, qui recevaient les rois de France avec des vivats. Et il y a même une dame, je n'ai pas appris le latin, mais j'ai demandé à une personne qualifiée pour me traduire une phrase. Une dame reçoit l'un des rois de France,
tout ça est dans le livre. On m'a traduit la phrase. Elle lui dit, dans ma communauté, dans mon pays, le Levant, il faut prendre le café avant de faire autre chose. C'était donc 1600 ans avant notre ère maintenant. Enfin, hein? C'est-à-dire, vous prenez le café d'abord et ensuite, on vous dira quelles sont nos doléances. C'est quand même quelque chose. Moi j'ai eu la chair de poids. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est tout à fait attesté. Mais je vais parler simplement du XXe siècle ou même du XIXe. Savez-vous, vous allez certainement à Dinard. Vous savez que celui qui a découvert et qui a construit et qui a donné le prestige à ce petit trou qui s'appelle Dinard est un compatriote qui s'appelle Rushayd ad-Dardar. Et il y a une place dans la ville jusqu'à présent, place Rushayd ad-Dardar. C'était quelqu'un qui s'était enrichi au XIXe siècle et qui a décidé de venir vivre en France. Et avec sa générosité, il a trouvé à cet endroit intéressant. C'était un trou, il n'y avait rien. Maintenant, c'est une ville entière qui s'appelle Rushayd ad-Dardar. Il est décédé à Paris et il est enterré au Père-Lachaise. Rushayd ad-Dardar, enterré en 1889. Savez-vous que le bras droit de Madame Curie, la seule personne qui a eu 2 prix Nobel au monde, son bras droit était également une certaine Catherine Chamillet. Je lui consacre tout un chapitre que vous avez lu certainement, parce que je parle d'elle également, puisque nous avons le même éditeur, enfin, pour certains de mon ouvrage, Monsieur Caporal. Donc, comment elle est morte? Elle a épousé la science, en fait, Catherine Chamillet. Elle a été consumée par le radium. Elle est morte à 55 ans, pratiquement, un 14 juillet. La presse n'a même pas parlé d'elle. Mais Madame Curie a fait tout un article pour dire « Sans Catherine Chamillet, je n'aurais pas pu gagner les 2 prix Nobel ». J'ai sa photo dans le livre et je raconte son histoire en détail. Je parle soyons plus proches là. Vous savez que la 3e fortune, moi, les fortunes ne m'impressionnent pas beaucoup. Les fortunes ne m'impressionnent pas beaucoup. Mais tout de même, la 3e fortune actuellement en France, elle est tenue par la famille Saadé à Marseille, avec 38 milliards de dollars de patrimoine. La 3e en France. C'est une famille également qui est venue du Levant. Oui, d'accord, je parle du Levant, voilà. C'est une famille qui est venue, qui s'est enrichie, etc. Je dirais même plus que ça. Monsieur Sakakini, si vous connaissez un peu Marseille, il y a un grand boulevard à Marseille. On se dit, mais comment Sakakini, ça ne fait pas français. Pourquoi un immense boulevard s'appelle boulevard Sakakini? Eh bien, c'est parce qu'il y avait un monsieur Sakakini qui était tellement généreux lorsque la mairie de Marseille a été volée, ou en tout cas en déficit. Il a dit, je vous donne, il a donné une somme colossale de l'ordre, je parle de mémoire, de 300 000 livres or, à l'époque, en 1860 ou quelque chose comme ça. Et donc, il a donné, on lui a dit, non, il faut quand même vous donner une décoration, etc. Elle a dit, non, c'est pas la peine. Quand il est mort, la municipalité a voté, a choisi le plus large boulevard de Marseille. Vous pouvez le visiter. Il s'appelle boulevard Sakakini. C'est également un Levantin. Je m'arrête là pour aller plus loin. Merci pour toutes ces explications. Monsieur Naaman, vous vous présentez comme un homme libre et un militant de la cause laïque, et surtout un écrivain rebelle. En témoigne votre ouvrage en arabe Al-Tijahat al-Almaniya fil Alam al-Arabi, traduction Les tendances laïques dans le monde arabe, paru en 90, dans lequel vous sévissez contre le confessionnalisme que vous traitez de véritable cancer.
Plusieurs penseurs levantin ont déjà évoqué la notion de séparation de l'État et de la religion, je dis extrait religion. Pour n'en citer que quelques-uns, Ibn Khaldoun, Abd al-Rahman al-Kawakibi, Joubran, Khalil Saadi, Antoun Saadi, Edmond Rabat, Constantine Zrek, Abdallah al-Alayli, Abd al-Rahman al-Badawi, etc., etc. Ils ont été nombreux. Vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, mais je voudrais rentrer un petit peu plus dans le sujet. Selon vous, peut-on être laïque et croyant? Et si oui, qu'est-ce qui empêche les Libanais, surtout ceux qui vivent en France, le pays laïque par excellence, d'entamer la marche vers la laïcité? Mais bien sûr, je vais être bref, bien sûr qu'on peut être laïque et croyant. La France est laïque depuis plus d'un siècle maintenant. Est-ce que vous avez jamais lu dans la presse depuis un siècle et des poussières qu'on a détruit ou déboulonné une église ou les gens qui veulent aller à l'église, et j'ai beaucoup d'amis autour de moi ici même qui ne ratent pas, n'est-ce pas, la messe du dimanche et même peut-être tous les jours et qui vivent dans leur vie de tous les jours avec les autres d'une manière tout à fait laïque. Parce que la laïcité, en fait, c'est de laisser le prêtre, enfin l'ulama, enfin le prêtre, le responsable du culte dans sa chapelle ou sa mosquée ou sa synagogue, et de laisser le politicien, l'intellectuel, le professeur, les enseignants et monsieur tout le monde vivre dans une convivialité compatissante. Je reprends ce que le grand Louis Massignon a écrit, un très grand philosophe que certains connaissent certainement, philosophe français. Rien n'empêche d'être à la fois croyant et même pratiquant et être laïque. Moi, je ne vois aucune, je l'explique clairement. J'aurais dû d'ailleurs, j'avoue que j'aurais dû écrire ce livre même en français, puisque j'ai la petite chance de pouvoir l'écrire aussi bien en arabe qu'en français. Il faut que ça vienne, il n'y a pas de souci. Ça peut venir. Pour passer à un autre titre encore, dans la préface de votre essai sociolinguistique sur le français au Liban, que vous avez publié en 1979, Edmond Rabat écrit, je cite, « C'est ici un livre de bonne foi, une étude objective, non dénuée de lucidité ni de réalisme, où les pointes d'humour ne font pas défaut, dépourvues de toute emphase, caractéristique commune à nombre d'ouvrages écrits par des Libanais sur le Liban. Elle retrace à grands traits l'histoire de la pénétration de la langue française, les modalités de son enracinement au Liban et, par contre-coup, les étapes de l'influence politique de la France dans ce pays, où la culture française continue de fleurir. » Fin de citation. Vous êtes connu comme un fervent soutien de la francophonie. Plus de 40 ans après la parution de ce livre, comment voyez-vous l'avenir de la langue de Molière au Levant? La langue française a marqué et marque toujours le Liban. Elle était florissante même en Grèce, en Égypte, en Syrie aussi, et en Palestine. Depuis, c'est un peu la peau de chagrin, en fait, mais elle est toujours solide. C'est un bastion, le Liban est un bastion important de la francophonie. Le problème actuel, c'est que, encore une fois, avec ce que vous utilisez très admirablement, madame, fait que même les Français passent à l'anglais de plus en plus. Et même dans la rue, même à la télé, on dirait que c'est un snobisme de pouvoir placer un mot français, un mot anglais. Et au Liban, c'est encore pire parce que dans la même phrase, certaines personnes, notamment certains journalistes, je ne parle pas de quelques-uns, et notamment ceux qui écrivent encore parfaitement un arabe tout à fait impeccable dans la presse de Beyrouth, et qui sont parmi nous, et qui écrivent parfaitement le français aussi,
Mais j'avoue que l'anglophonie ou l'anglais un peu, l'anglais je dirais du McDo, voilà, pardonnez-moi, hein, l'anglais du McDo fait beaucoup de mal à toutes les autres langues, et pas seulement à la langue française. Hein. Et mon sentiment, c'est que, je dis d'ailleurs à la fin de ce livre, qui date de 1979, que l'avenir de la langue française au Liban est menacé, et on me donne, enfin, ce qui se passe actuellement me donne un peu raison. Hélas. Il fut un temps où, avant de dormir, lisez un texte en français. Maintenant, je ne sais pas. Donc, partout, ça baisse un tout petit peu. C'est vrai que statistiquement, il y a beaucoup plus de locuteurs francophones. Mais vous oubliez que la population du monde augmente. Les gens qui disent qu'il y avait 150 millions de francophones et qui disent maintenant ils sont pratiquement 300 millions. C'est très bien. Mais c'est qu'il y a la démographie aussi. Ça ne veut pas dire, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, parce que l'Afrique, maintenant, moi je dirais que prochainement, la moitié des ouvrages qui seront publiés en français, je ne parle pas des livres scolaires, évidemment, ou des dictionnaires, mais je parle surtout des ouvrages, enfin, les romans, les nouvelles, les ouvrages historiques, etc., seront écrits de plus en plus par des Africains, surtout. Parce qu'au Liban, on commence à favoriser. Il y a récemment une nouvelle université, l'université Saint-Georges, qui a été inaugurée il y a un mois. Et la langue de cette université, la langue donc universitaire, ils ont choisi l'anglais, pas le français. Et c'est au cœur de Ashrafiyeh, pour ceux qui connaissent le Liban. Donc, ça, c'est également quelque chose qui laisse réfléchir. Parmi vos livres, un titre vous tient à cœur. Si je vous dis « À tire d'aile », je voudrais juste vous lire quelques critiques littéraires à propos de ce titre. Alors, ce recueil de nouvelles inspire au chroniqueur littéraire Djilali Bencheikh un long texte dont un extrait, je cite. « Affriolante, truculente, aguichante, entre froufrou et picaresque. Ainsi voyagent ces nouvelles et chroniques décapantes que nous propose Abdallah Nahman. Par son contenu et surtout le style enlevé de son auteur, il exprime bien cette insoutenable légèreté des lettres, inspirée de Milan Kundera. Rabelaisienne par la liberté de ton, ces histoires nous font bourlinguer à travers le monde où on croise des journalistes pressés, des picassiettes gloutons, des vrais diplomates et de faux écrivains. Voilà donc des perles de ce recueil saisies au vol d'une plume splendide, un trésor qui mérite qu'on y revienne. Fin de citation. Sur le même titre, le romancier et critique littéraire Bernard Péchon-Pignero écrit dans Reflet du temps, je cite, « Il est des bonheurs qu'il faut mériter un peu. On ne les apprécie que davantage. Abdallah Nahman est doté d'un sens de l'observation corrosif, d'un humour ravageur et qui allie à une maîtrise de la langue française bien supérieure à tant d'écrivains hexagonaux, un art du récit tout oriental qui peut lui permettre de consacrer 25 pages à la description d'un bordel sans tomber un instant dans la vulgarité, tout en appelant un chat un chat. Un humour décapant, certes, un langage cru, là où on ne l'attend pas toujours, mais aussi une bonne dose de générosité, d'altruisme, de tendresse. J'allais écrire d'humanisme, dit-il, mais il paraît que la chose n'est plus à la mode. Fin de citation. Le même recueil inspire au poète, traducteur et critique littéraire Henri Zraeb une recension qui évoque, je cite, un style agréable qui coule de source, servi par un écrivain qui se propose de transmettre au lecteur français l'âme d'un peuple avec un ton tour à tour souriant ou moqueur. Qu'est-ce que vous nous direz de ce livre? Ben, je n'ai rien à ajouter. Effectivement, ce sont des nouvelles vraies, totalement vraies,
que je tiens, que j'ai vu ou qu'on m'a rapporté. C'est pour cela qu'au début, c'est un petit livre, hein, c'est pas très, très grand. J'ai dit au début, j'ai dit à tous mes informateurs qui devraient partager avec moi mes droits d'auteur. C'est vrai, hein, je l'ai dit parce que, évidemment, j'ai mis mon sel. Mais mon sel, c'est guère plus de 5%. Hein. Mais ce sont des histoires tout à fait vraies qui ont eu lieu, qui ont existé, dont certains vivent encore. Enfin, voilà. Je ne vais pas dire plus que ça, puisque dans les nouvelles et les romans, il faut laisser il ne faut pas tout dévoiler. Voilà. Mais certainement à ne pas mettre entre toutes les mains aussi, hein, pour au moins une de ces nouvelles. On arrive bientôt vers la fin de cette soirée. Monsieur Narman, comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes un passeur, permettez-moi le terme, un passeur de culture, j'entends bien. Une vocation que vous tenez de votre père, poète, traducteur, linguiste et éditeur. Elle vous va comme un gant de velours et pour laquelle vous semblez destiné de naissance, comme le sont les Levantins depuis la nuit des temps. Vous réunissez les hommes et les femmes autour du beau. Pardon, c'est mon ordinateur qui me joue de mauvais tours. Donc, vous réunissez les hommes et les femmes autour du beau, du convivial, du transcendant et de l'immortel. Vous y réussissez à merveille, écumant le monde pour le travail ou pour l'agrément, frayant avec les plus grands et les plus humbles, à la recherche de la vérité, d'une image, d'une anecdote, d'un paysage qui enrichissent votre œuvre éclectique et foisonnante. Plus de 30 ouvrages, nous l'avons dit, dont des bribes de mémoire, Naqadat Ad al-Sabil en arabe, 5 tomes, où vous consignez et livrez le meilleur de vous-même, c'est-à-dire le meilleur de ce que ce merveilleux monde vous inspire. Abdallah Narman, de grâce, continuez à écrire, à nous émerveiller, à nous étonner, désolée madame, à nous étonner et à nous donner du bonheur. Par ces temps qui courent, nous en avons un grand besoin. Pour ma part, ayant lu une partie de vos œuvres, je reste sur ma faim et poursuivrai mes lectures. Mais il est temps de céder la place au public, que j'invite désormais à dialoguer avec vous. Alors, soit vous avez des questions à poser oralement, ou bien vous avez à votre disposition du papier et des stylos sur les tables. N'hésitez pas à les écrire si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je voulais seulement, parce qu'il y a 2 choses que j'ai entendues tout à l'heure, concernant le mariage civil au Liban. Concernant le mariage civil au Liban. Je voudrais seulement intervenir là-dessus parce que ça existe. On peut se marier civilement à l'intérieur du Liban, sauf qu'on est privé après des droits. Donc les droits, par exemple, pourquoi il y a beaucoup de couples qui voulaient le faire, mais ils ont renoncé. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, ça veut dire au lieu d'aller à Chypre, ils se marient au Liban. Sauf que si on se marie au Liban, on va se trouver avec la confession qui est barrée sur l'acte civil. Et du coup, on ne peut plus voter. Parce que pour voter, il faut appartenir à une confession. Il faut que ça soit écrit. Et si vous allez pour voter, vous ne pouvez pas parce que c'est fini, vous n'avez pas cette confession. D'ailleurs, les députés qui sont élus, ils sont tous élus parce qu'ils appartiennent à une confession, même s'ils sont laïcs. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je voudrais ajouter quelque chose concernant les langues dont on en parle, parce que comme je travaille à la Bibliothèque nationale de France, chargée de collection, et de plus en plus spécialiste de langue arabe, de plus en plus des livres en France qui arrivent par dépôt légal. Donc ça veut dire des livres qui sont publiés en France sont des livres publiés en langue arabe. Et je reçois des milliers, des fois, si je vais dire par an,
des notices des auteurs, des titres en arabe, c'est-à-dire publiés entièrement en arabe. Donc, c'est pas... Bon, l'anglais, c'est une autre question. Mais je dis même ici, en France, il y a aussi des publications de plus en plus dans une langue qui, on ne pense pas, avec tout le racisme qui existe dans notre pays, la France, parce que moi je dis notre pays, je suis française aussi. Et donc, malgré tout cela, il y a, ça veut dire, cette possibilité de publier en arabe en France. Il y a des éditeurs qui publient aussi. Malheureusement, j'ai constaté que la majorité des publications, c'est plus des fois dans le cadre de religion, par exemple, comme des titres, comprendre l'islam, etc. Mais c'est quand même publié en France. Donc voilà, je voulais seulement souligner ces 2 points. Et merci beaucoup, c'était vraiment très très enrichissant cette discussion qu'on vient d'entendre. Merci. Merci à vous. J'ajoute à ce que vous avez dit, j'ai un ami qui porte le même patronyme que la dame qui est à ma gauche, que je connais très très bien et certains le connaissent. Il a décidé un jour d'aller, de demander qu'on supprime la communauté à laquelle, parce que dans l'état civil, il y a les communautés. Et la personne qui l'a reçu lui dit: vous avez parfaitement raison. Mais attention, monsieur, vous connaissez les suites. Il a dit oui, pas de problème. Alors, effectivement, on a barré sa communauté. Le comble, c'est que je l'ai reçu quelques années après. Il m'a raconté une histoire absolument incroyable. Il a décidé, quelques années après, de postuler à un poste d'enseignant à l'université de l'État, où j'ai fait ma formation aussi. Donc, l'État, Au Liban. Au Liban. Il a été donc postulé, etc. Et la personne qui le reçoit lui dit mais vous êtes de quelle communauté? Il lui a dit: mais je n'ai pas de... Enfin, je suis libanais, je suis citoyen libanais, mais je n'ai pas d'affiliation communautaire. Il lui a dit: monsieur, écoutez, je suis désolé, je ne peux pas réceptionner votre demande à postuler à un poste de prof. Il a fait, lequel monsieur a fait son doctorat en Sorbonne, etc. Il lui a dit: je ne peux pas, parce que il faut absolument remplir... il a rempli sa fiche, et là où il faut mettre la communauté, il n'a rien mis. Il a mis un petit tiret. Et finalement, il lui a dit: mais j'ai le droit, enfin, etc. Le haut-commissaire de Martel, ce qui est vrai, a proposé, il y avait un décret qui porte le nom L60, qui dit que tout Libanais et tout Syrien à l'époque peut changer de communauté et même ne pas suivre l'une ou l'autre des communautés. Et donc, dans la loi, effectivement, il a pu le faire. Sauf que pour pouvoir enseigner, il a été obligé, il m'a dit, dans mon bureau, il m'a dit: j'ai été obligé de charger un avocat pour que je retourne, que je puisse retourner à... parce qu'il était marié, il voulait quand même... il avait des enfants, etc. C'est donc beaucoup plus pernicieux et vicieux que ce que vous dites. Voilà. Autre question? J'espère qu'il a bien choisi la communauté. La communauté qui gagne. J'espère qu'il a bien choisi. Pardon, c'est bon. Il y a des communautés mieux que l'autre. Pardon, merci beaucoup Abdallah pour cet exposé. J'ai 2 questions. La première est un peu bizarre. C'est que est-ce qu'il faut vous poser encore des questions après au moins 20 questions qui vous ont été posées sur des sujets très riches et polyvalents.
Et ne faut-il pas, par ma deuxième question, se concentrer sur un thème qui peut orienter le débat vers quelque chose d'utile pour revenir à votre idée d'origine, terminer avec l'inachevé. Donc, ma deuxième question, donc, c'est sur cette laïcité qui m'a rappelé notre rencontre en 1983, pendant la guerre civile. Et je crois qu'on a besoin, ou ne faut-il pas, nous, les laïcs, avoir aussi une sorte d'autocritique pour arriver à quelque chose de fondateur avec le terme de citoyen. On est tous cultivés, et cultiver, c'est pas tellement devenir intellectuel, mais c'est quand on travaille sur nous-mêmes pour savoir quelles sont les failles. Est-ce que c'est vraiment la faute des Français? Est-ce que c'est vraiment l'inexistence d'une société civile libanaise, et pourtant les laïcs ont existé même à l'époque du mandat? Est-ce que c'est le tribalisme, ou est-ce que aussi c'est l'absence de notion d'État? Donc tout ça, ça me fait penser à ce que vous avez dit, parce que sur les tendances laïques au monde arabe, ma question, qu'est-ce que vous allez faire comme un groupe pour réfléchir de manière multidisciplinaire sur un sujet très compliqué? Je suis très heureux de pouvoir dire à nos amis que, effectivement, en 83, avec mon ami Souheil Zain, on a organisé au cœur de Paris une table ronde sur la laïcité au Liban, et c'était en pleine guerre civile. Et je me souviens qu'il y avait une salle comble, et les gens étaient vraiment très, très... comment dire, enfin, certains pleuraient, intéressés bien sûr, mais certains étaient même très très impliqués dans leur famille, certains sont toujours en France et ils ont décidé de ne plus retourner, etc. Je me souviens très très bien de cela, effectivement. Et on aurait dû d'ailleurs publier ce que nous avons dit. On était 5 ou 6 personnes. Oui, c'est vrai que c'est une question qui mérite à elle seule je dirais peut-être une nouvelle table ronde ou une réunion, mais uniquement pour si l'association a envie de réunir d'autres personnes de tous les bords d'ailleurs, les pour et les contre, parce qu'il y a des gens qui sont farouchement contre, et il y a également, je suis obligé de dire qu'il y a également des gens qui considèrent, malheureusement, qui utilisent les religions comme un fonds de commerce. Je suis obligé de le dire. Et donc, ils n'accepteront jamais de perdre ce fonds de commerce. Dans tous les bords, enfin, de tous les bords. C'est pour cela que j'ai dit, notre génération, mon cher Souheil, je ne désespère pas, mais enfin, je suis de plus en plus sceptique, mais il faut garder comment dire, espoir. Parce que, et c'est bien pour cela que j'ai bien mis dans le titre inachevé, parce que j'espère toujours qu'un jour d'autres écriront avec achevé, de ma génération, des générations suivantes. Malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pardon. Il y a les questions écrites, oui, mais il y a des questions au micro. Enfin, non. Ah oui. Ah oui. Alors, une question. Quel est le motif et l'objectif pour écrire sur le général de Gaulle, sachant qu'une centaine ont déjà écrit
sur lui. Eh bien, en effet, ce n'est pas 100. Il y a 9000 livres qui portent le nom de Charles de Gaulle dans le titre. 9000. Donc ce n'est pas seulement 100, cher monsieur ou chère madame. Il y a 9000 que, évidemment, je n'ai pas lu entièrement. Mes références sont une petite centaine, mais c'est déjà pas mal. Mais j'ai quand même discuté avec des gens qui l'ont connu directement. Quel est le motif? C'est que, je le dis modestement, et pour une fois, je suis quelque peu quand même un peu fier, je pense, mais certains me l'ont dit parmi ceux qui sont dans le domaine de l'édition, je suis le seul étranger. Donc, je le dis d'ailleurs, je suis un intrus, mais je suis un intrus amical. Enfin, je veux dire, je suis un intrus, mais je ne suis pas un démolisseur. C'est vrai que, paraît-il, je suis le seul non-français, ou en tout cas non-européen, qui s'est attaqué à cette citadelle, qui est toujours debout, hein. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceux qui ont le livre, ou qui l'ont eu, ou qui l'ont déjà lu, et les autres, sauront que finalement, je casse beaucoup plus les successeurs que le général de Gaulle. Si on peut dire casser, je n'aime pas le mot casser, mais enfin je considère que il a laissé quand même une œuvre tout à fait remarquable, sans compter que lui, par exemple, était vraiment un vrai écrivain. Alors que par exemple, je vais parler seulement des personnes qui sont parties, enfin, qui ne sont plus là. Giscard d'Estaing n'était pas un écrivain, il est quand même devenu, parce que président de la République, membre de l'Académie française, mais il n'est pas écrivain pour dessous. Hein. Je parle de moi-même. Hein. Donc voilà, même comme écrivain, il a quelque chose de Chateaubriand, de Victor Hugo. C'était un homme qui... il paraît qu'il a voulu même que son père l'appelle François. Et vous savez pourquoi? Pour qu'il soit plus proche de la France. François de Gaulle. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Même en pensant à son prénom, il a voulu que son prénom ne soit pas Charles, mais François. Parce que François de Gaulle, ça fait quand même beaucoup plus la France. C'est-à-dire vous avez éclairé des points qui n'existent pas dans d'autres livres, en faisant ça. Madame, on ne peut pas écrire un livre parce qu'on a envie de l'écrire, hein. Surtout quand il s'agit d'un essai ou d'un livre historique. Évidemment, un recueil de nouvelles, on peut écrire ou ne pas écrire. Un roman, on peut écrire ou ne pas écrire. Mais là, évidemment, j'ai trouvé des choses qui m'ont fait tiquer en lisant, en suivant, etc. Bien que je n'ai pas lu votre livre. Mais c'est un phénomène. Charles de Gaulle est un phénomène. C'est un phénomène. Il faut attendre 1 ou 2 siècles pour avoir un autre. Je ne vais pas comparer avec les 3 ou 4 ou 5 qui lui ont succédé quand même. Il n'y a pas photo, alors là, pas du tout. Pas du tout, hein, c'est clair. Puisque le titre du livre, c'est la statue ébréchée, vous avez parlé des faiblesses, mais vous n'en avez cité aucune. Pouvez-vous nous donner à titre d'exemple ce que, Naaman, tu considères comme une faiblesse? Oui. Parmi les faiblesses, c'est que... Enfin, les faiblesses... Parmi les points que je trouve négatifs, Charles de Gaulle a été très magnanime en libérant beaucoup de ceux qui n'ont pas servi la France, sa France, parmi les civils. Mais il a été intraitable avec ses pairs, les généraux surtout, et je donne une dizaine d'exemples avec beaucoup de détails. Il faut lire le livre. Pardon? Il faut lire le livre. Ah oui, oui. Non, mais bien... oui, évidemment. Non, mais je peux citer quelques-uns. Par exemple, vous savez que le chef de l'État a le privilège
d'amnistier un condamné à mort. Eh bien, il a systématiquement accordé donc son amnistie, son pardon à une centaine et parfois ils étaient 4 ou 5 en même temps. Hein, on devait fusiller 4 ou 5 ou même 10 en même temps. Il a trouvé toujours, dans sa magnanimité, des raisons pour, n'est-ce pas, évidemment, ils ont été, en prison pendant de longues années, etc., mais pas exécutés. En revanche, les soldats, les officiers, enfin les grands officiers, c'est-à-dire généralement les généraux, il a été, et même parfois, cynique pour l'un ou l'autre, en disant, eh bien, je ne vais pas écorcher, mais dans le sens, il a une phrase écrite par lui dans l'un de ses livres, c'est bien fait, vis-à-vis d'un général, par exemple. Mais, par exemple, voilà un exemple qui prouve qu'il n'a pas été suffisamment équitable. Vous voyez? Et puis il faut le dire, mais c'est un homme, n'oubliez pas, et je le défends en particulier, c'était quand même quelqu'un qui est né en 1890, donc c'est un homme de la fin du 19e siècle. Il avait des mots vis-à-vis même, par exemple, des soldats, certains soldats, les sous-fifres, il est traité par exemple, de vaurien, non pas en public seulement, mais dans des livres, de vaurien, etc. Enfin, par exemple, comment dire, les ronds de voilà. Les petits fonctionnaires, pour lui, ça ne servait à rien. Et parfois, il avait des phrases, par exemple, il visite Fécamp, et il fait un discours, il dit Fécamp est une ville qui est sur le bord de mer, et ça sera toujours ainsi. C'est très plat, quand même. C'est très plat. Bon, c'est pas une phrase, enfin, je veux dire, bon. Vous voyez? Et il y a bien d'autres choses également. J'utilise le mot xénophobie, en fait. Je n'aime pas beaucoup le mot raciste, mais il était copieusement xénophobe dans beaucoup de ces... il y a tout un chapitre intitulé, d'ailleurs, de la xénophobie, où je décortique certaines choses qui ne sont pas très brillantes. Enfin, des choses qu'il aurait pu épargner aux Français et à ses lecteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur. Tout d'abord, je vous remercie quand même pour cette soirée. Je suis le mari de madame qui est à votre gauche. Et je suis fier de la gestion et de cette soirée. J'ai deux questions qui se rapportent à votre titre, Le Liban, une nation inachevée. Et j'ai entendu parler de laïcité et de mariage civil ou mariage laïque, si vous voulez. Comment nous, Libanais de l'étranger, je ne veux pas parler de Libanais de la diaspora parce qu'il y a quand même une différence dans l'appellation, comment peut-on finir cette nation, comment l'achever, surtout dans ses composantes, que ce soit le mariage civil et la laïcité, parce qu'on parle tous de la laïcité, mais sur le plan pratique, personne ne la pratique. On ne peut pas, vous l'avez cité, madame a parlé de mariage civil au Liban, mais c'était quelques mariages avec les notaires, je me souviens. C'était des notaires qui ont fait ça au Liban, qui étaient Bel'adl, et non pas d'autres hommes d'État. Ces mariages civils restent inachevés au Liban, puisque même si on est marié à l'étranger et l'État civil les enregistre, in facto, ce mariage revient à la religion du père. C'est une chape, il y a effectivement... Donc il y a quand même
quelque chose d'inachevé. Ça reste un peu hypocrite. On se marie civilement, mais on ne peut pas vivre civilement au Liban. Que ce soit dans la succession, dans la naissance, dans l'enterrement, etc. On reste affilié à la communauté et à la religion. Donc ça, c'est quand même un message fort pour informer nos amis à l'étranger de cette un petit peu hypocrisie à la libanaise. Comment nous peut-on agir pour changer la Constitution? Parce que je sais qu'il y a des actions. Il y a Mustafa Al-Husseini, un des défenseurs du mariage civil, qui est actuellement en action pour reconnaître ces mariages, mais en plein droit, de plein droit. C'est-à-dire au niveau succession, au niveau naissance, etc. Comment nous peut-on, sans parler uniquement de laïcité, appliquer et surtout œuvrer pour changer la Constitution, pour que ce mariage civil ne soit pas volontaire, soit obligatoire. Il faut que, pour moi, quand... Parce que finalement, excusez-moi, c'est une dernière question, vous avez soulevé en disant le Libanais n'est pas citoyen. Le mot citoyenneté n'existe pas. Parce que vous avez donné l'exemple du Premier ministre, le défunt Hariri, qui s'est référé à son obédience saoudienne, c'est-à-dire à son appartenance, pour appliquer l'obédience au gouvernement libanais, c'est-à-dire sur une terre libanaise. Comment nous peut-on finalement agir pour appuyer, pour défendre ce qu'on croit et l'appliquer au Liban? Merci. Moi, je suis un démocrate. Je considère qu'on a la chance, normalement, tous les 4 ans, de pouvoir renouveler la Chambre. Je suis à chaque fois déçu que sur les 128, il y a 2 ou 3 ou 4 qui... ça n'augmente pas, enfin, le nombre des gens qui veulent... Pourtant, ils sont très heureux quand ils sont dans un pays européen et ils vivent très très bien. En France, on n'a pas le droit, vous le savez très bien tous ici, on n'a pas le droit d'aller faire un mariage religieux, quel qu'il soit, si vous ne passez pas par... Il y a une amende en plus. Enfin, il y a un problème, c'est pas simplement le... Et ça aussi, mais ça a coûté des centaines de milliers de morts en France. Parce que la laïcité en France n'a été donc définitive qu'en 1905, c'est-à-dire 2 siècles après la Révolution. Donc, vous voyez que c'est peut-être pas beaucoup pour les petits pays comme le nôtre, mais c'est vrai que je dois saluer, puisqu'on parle de cela, plusieurs personnes, plusieurs couples qui sont ici, qui sont des couples mixtes donc, et qui se sont mariés, j'allais dire, à la française, c'est-à-dire d'une manière tout à fait laïque, tout en gardant ceux qui sont croyants leur croyance, et je crois que c'est une bonne chose pour la suite. Il faut qu'ils soient plus nombreux. Il faut qu'ils soient plus nombreux. Notre ambassadeur à l'UNESCO, puisque on a un grand ami qui est membre du jury France-Liban avec moi depuis de longues années, qui est un diplomate également à l'UNESCO. Donc notre ambassadeur ou ambassadrice, parce que l'Académie française n'a pas tranché encore, a un enfant, enfin a plusieurs enfants. L'un d'eux a contracté à Beyrouth même un mariage civil, et toute la presse en a parlé pendant plusieurs jours. Et ça, je donne un exemple parce que le cas se présente devant moi, mais il y en a bien d'autres. Évidemment, c'est rafraîchissant, si vous voulez. Mais ça reste quand même, c'est tout cela, j'ai dit tout à l'heure, ça reste très minoritaire, en fait. Et c'est bien dommage. D'ailleurs, le mariage n'a pas été enregistré. Pardon? Le mariage du fils de l'ambassadeur n'a pas été enregistré. N'a pas été, oui, je sais. Ils n'ont pas enregistré. Ah oui, je sais. Ils l'ont célébré, mais il n'a pas été enregistré. Il se trouve que, les parents, et surtout le père, est un grand ami à moi aussi. Et on parle même de lui comme futur Premier ministre. Enfin, peu importe, mais je veux dire, le courage
d'être tellement heureux avec ce couple, lui, sa femme et les parents donc du conjoint. C'est quelque chose qui est quand même... Il faudrait que ça se répète toutes les semaines et tous les jours même, à mon goût. Oui. Je propose, parce qu'ils ont commencé à chauffer le plat. Oui. Je propose qu'on peut... oui, mais on peut continuer à discuter. Ceux qui ont envie de parler, comme on dit, in petto avec moi, ils peuvent, hein, qui ont une question un peu délicate. Personnelle, délicate. Donc, il reste quelques livres pour ceux qui souhaitent il nous reste quelques livres. Donc, c'est de l'autre côté. Pour ceux qui veulent dédicacer leurs livres, comme madame, directement. Elle est là.